Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un épisode enregistré en plein All-Star Weekend à la pause donc de la mi-saison et un podcast où l'équipe de Dunk Hebdo a décidé de me faire souffrir. Vous l'avez compris, on va parler des Bulls, des Chicago Bulls. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien j'ai avec moi la fine fleur de la clémence de Dunk Hebdo, à commencer par Madiane. Comment ça va, Madiane? Ouais, ça va. Pour paraphraser le petit audio que j'ai envoyé dans la conversation quand on a décidé du sujet, nous ne sommes pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa grand-mère à l'ambulance. Voilà, ça pose le décor aujourd'hui. Également avec nous aujourd'hui un expert du coaching staff des Bulls de cette année, un grand ami de Billy Donovan, c'est Constant. Comment tu vas, Constant? Ah, ça va bien. Mais moi, je ne suis pas surpris en fait de ce qui se passe aux Bulls parce que je l'ai déjà vécu. C'est juste, je regarde les Bulls, les fans des Bulls et je fais first time les gars, welcome to the Billy Donovan fan club. Et puis voilà, non, moi je vais être un peu plus mesuré que Mathieu. Alors, il va y avoir beaucoup de sujets à aborder autour des Chicago Bulls de cette année, bien sûr. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, rappel protocolaire, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous êtes évidemment les bienvenus, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, comme vous voulez. Sur YouTube, il y avait un live d'ailleurs la semaine dernière. T'en étais Constant, tu étais Madiane, j'ai déjà oublié. Moi j'ai un. Non, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc Constant, on avait fait un live spécifiquement avec le bilan de la trade deadline. Si vous voulez aller le voir, il est en replay sur la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver et échanger avec nous sur Twitter. On sera ravis de vous accueillir. Mais c'est fini pour le rappel protocolaire. C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Hebdo. Et on va parler des Chicago Bulls. Alors, théoriquement, messieurs, je suis le garant de la structure du podcast en tant que présentateur, mais cette semaine, ça risque d'être un peu plus compliqué puisque pour ceux qui nous suivent chez Dunk Hebdo régulièrement, je le répète de temps en temps, il faut parfois admettre sa subjectivité et ça va être le cas pour moi aujourd'hui puisqu'on va parler des Chicago Bulls de 2022-2023, des Bulls décevants. Je pense qu'on va commencer par là actuellement, donc à la pause pour le All-Star Break, 11e à l'Est, 26 victoires, 33 défaites, 6 défaites de suite. 2 matchs derrière Toronto qui est 10e, donc la première place pour le play-in. Alors on va commencer par un état des lieux général si vous voulez bien, messieurs. Je vais commencer à aller par ordre alphabétique pour faire comme Ben le fait régulièrement, Constant. Qui sont ces Bulls 2022-2023? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Ça c'est une bonne question déjà de dire qui sont ces Bulls 2022-2023. Si je devais utiliser un mot pour les qualifier, je dirais mid. Franchement. C'est une équipe mid. On a déjà eu l'occasion avec Madiane de parler d'équipe mid quand on a parlé des Hawks et des Raptors il y a de ça quelque temps. Mais ces Bulls 2023, ouais, je vais garder le terme anachronique. Je vais lui laisser pour Madiane, mais c'est une équipe anachronique, une équipe mid et anachronique. Donc une équipe que tu as envie de regarder parce que des fois tu as envie de constater de tes propres yeux cet anachronisme. Mais c'est une équipe qui est sur la lignée de sa seconde partie de saison de l'an dernier, à partir du moment où il y a eu la blessure de Lonzo Ball. Et j'ai pas envie de dire un retour sur terre par rapport à la première partie de saison de l'an dernier, mais ces Bulls, pour moi, semblent être à leur niveau. Et les 6 premiers mois de l'an dernier étaient un peu une exception, mais anachronique et une équipe assez moyenne finalement, moyenne-basse. C'est vrai que c'est une question assez vaste qu'on va pouvoir creuser un peu, celle de l'identité de ces Bulls. Mais donc, Madiane, Constant, t'as teasé anachronique ces Bulls? Anachronique, oui. Je disais en plaisantant qu'ils sont en hommage à leurs meilleures années. Mais ce qui m'a beaucoup étonné quand j'ai analysé un peu plus en profondeur l'équipe, c'est que ils ne font pas les choses mal, mais ils ne font pas les bonnes choses. C'est-à-dire que ce qu'ils appliquent comme plan de jeu est plutôt bon en fait. C'est-à-dire que déjà ils sont pas mauvais défensivement, on y reviendra. Leur exécution, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas mal faite. Mais elle n'est pas assez rémunératrice, surtout dans l'ère actuelle du basket. Et je pense que c'est ça qui leur coûte cher actuellement. Ouais, bah, tu l'as dit, je vais rebondir dessus sur la défense. C'est vrai qu'une des surprises du bilan des Bulls à ce moment-là de la saison, c'est qu'on est sur une équipe qui est 7e au defensive rating, mais 24e offensivement. Et donc, ça nous permet, de poser cette question de l'identité des Bulls parce que c'est une des questions centrales actuellement parce que théoriquement, si on prend l'effectif comme il est construit autour de 3 joueurs offensifs. Si on parle de DeMar DeRozan, de Zach LaVine et de Nikola Vucevic. Donc, on s'attendrait à une équipe plutôt efficace offensivement et en galère défensivement, notamment avec la perte de Lonzo Ball. Mais on pourra en reparler un peu plus tard de tout ça. Et pourtant, on est sur l'effet inverse. Et comme tu disais, Madiane, une équipe qui est
pas maladroite dans l'absolu. Je crois que bon, c'est une stat assez brute, mais en field goal percentage, on est 5 ou 6e, quelque chose comme ça. 6e. Voilà. Et par contre, qui est très mauvaise à 3 points. Déjà en nombre, je crois qu'on est dernier en nombre de 3 points pris. Ouais. Le pourcentage est assez moyen. Mais l'efficacité est pas si mal. Voilà, c'est ça, c'est que l'efficacité est pas si mal. C'est ça qui est horrible, c'est que s'ils en prennent peu. Ils en prennent peu, mais justement, j'allais continuer avec très peu aussi, et je sais que Constant, tu voulais développer un peu là-dessus, donc je te laisserai y aller, mais très peu de lancers francs aussi qui sont pris, donc c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'arrive pas à se créer avant tout de tirs faciles finalement. C'est que tu as des bad shot makers, voilà, donc notamment DeMar DeRozan et Zach LaVine. Offensivement, globalement, la réussite est ok, mais tu prends, voilà, comme tu étais en train de le dire, Madiane, t'as beaucoup de mal à prendre des bons tirs finalement, des bons tirs de 2023. Constant sur cette histoire peut-être d'aller au cercle notamment, parce que je sais que c'est un des problèmes que tu avais souligné quand on commençait à en parler. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, le problème de ces Bulls, déjà moi j'ai un premier problème avec ces Bulls version 2022-2023, c'est que en gros si tu vas checker l'usage, t'as 3 joueurs qui tiennent la balle, quoi. T'as DeMar DeRozan qui est 90e percentile en usage, t'as Zach LaVine qui est 94e en percentile en usage, et t'as Nikola Vucevic qui est 86e en percentile en usage. C'est-à-dire que t'as un peu comme quand on avait parlé des Wizards, t'as vraiment 3 joueurs offensivement qui font tout. Et le problème de ces Bulls, pour moi, c'est que ça ne va pas au cercle et ça ne tente pas de tir à 3 points. C'est que globalement, on a des joueurs qui font beaucoup de mi-distance, énormément de mi-distance. Bon, quand t'as DeMar DeRozan, c'est normal de voir une équipe qui fait beaucoup de mi-distance. Si vous allez chercher le pourcentage de tentatives au tir au cercle, Nikola Vucevic, chez les pivots, il est dans le 9e pourcentile. Il y a que 28% de ses tirs qui sont des tirs pris près du cercle. Zach LaVine, c'est mieux parce qu'il est dans le 68e percentile, mais c'est pas non plus dans le top du classement. Et DeMar DeRozan n'est que dans le 23e percentile. 1 tir sur 5 de DeMar DeRozan seulement est pris au cercle. Alors par contre, si vous allez checker les mid-range, bon, DeRozan est à 70% de ses tirs, c'est des mid-range. Zach LaVine, 29% de ses tirs, c'est des mid-range. Et Nikola Vucevic, 40% de ses tirs, c'est des mid-range. Moi, le premier problème que j'ai avec ces Bulls, c'est que ils sont 27e en nombre de drives. 27e en nombre de drives. Quand t'as une équipe qui ne drive pas et quand t'es la 30e équipe en tentative à 3 points, la NBA est très analytique. Normalement, c'est drive, tir à 3 points. Les Bulls font ni l'un ni l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un côté un peu anachronique. Et pour moi, le vrai problème, on pourra reparler après de l'efficacité à 3 points. Mais quand tu as des joueurs comme DeMar DeRozan et comme Zach LaVine, tu dois plus driver par le cercle. Enfin, tu dois plus driver au cercle. Et c'est déjà un premier point pour moi de cette attaque qui ne fonctionne pas. C'est que ça manque d'agressivité. Et c'est justement ces points faciles. On en parlait juste avant, que tu peux avoir quand tu fais du drive. Tu ne les as pas et tu dois te contenter du mid-range où c'est pas du tout donné. Et en plus, tu insistes beaucoup dessus parce qu'il y a aussi quelque chose sur lequel on va pouvoir revenir quand on parlera des mouvements, ou peut-être même plutôt des non-mouvements qui ont eu lieu à cette trade deadline. C'est que on est en théorie sur une équipe qui n'a pas bougé par rapport à l'année dernière, ou très très peu. En tout cas, dans le cœur de l'équipe, on était sur une continuité à l'essayer d'aller accrocher les playoffs, donc de gagner maintenant le plus de matchs possible. Tu ne vas pas vers le titre a priori, mais de gagner le plus de matchs possible. Pour ça, l'idée c'est d'articuler, donc notamment ton attaque, puisque pour l'instant on parle de l'attaque, autour de tes forces, et donc le plus simple possible. C'est-à-dire que le plus efficace chez les Bulls, c'est de donner la balle à Vucevic. Et pourtant, la plupart du temps, on va aller se contenter de prendre ces mid-range à toi, à moi, entre Zach et DeMar, et ce qui nous fait quelque chose d'assez, encore une fois, on revient, ça a l'air d'être le mot central, en tout cas pour l'instant sur l'attaque, à l'anachronisme. Madiane, je sais pas ce que tu en penses également de cette attaque en l'occurrence. Oui. Du coup, on parlait d'un fait, c'est qu'ils sont 6e à réussite au tir. Le classement au true shooting percentage, donc du coup à l'efficacité des tirs réels, à votre avis, ils sont combienième? Beaucoup plus bas, vu qu'il y a beaucoup plus de 2 que de 3 et que le 3 est pas bon. Donc 27. Mid. 27. Non, ils sont pas aussi bas, parce qu'avec la 6e réussite, voilà, ils sont 13e. Mais vous vous rendez compte qu'une équipe qui est la 6e équipe qui shoot le mieux de la NBA tombe 13e juste par ses choix. En plus de ça, pareil, c'est une équipe, justement, ils sont 5e à l'efficacité au lancer. Donc c'est pas qu'ils ratent leur lancer, ils sont 5e. C'est qu'ils en ont pas. Ils ont pas de lancer. Donc en fait, rien que ces 2 stats te plombent l'entièreté d'une attaque. C'est une attaque, si elle tirait normalement, qui serait beaucoup plus haute et qui ne l'est pas.
parce que c'est une équipe qui ne joue pas dans l'archétype de 2023. Et j'ai envoyé dans la conversation deux shooting charts. La première, c'était celle des Warriors, la deuxième, c'était celle des Bulls. Le truc, c'est que par exemple, les Warriors sont une attaque bien plus efficace, mais ils ont pas beaucoup de tirs au-dessus de la moyenne de réussite de la ligue dans les zones. C'est pas les Nuggets. Les Nuggets, ils sont très efficaces dans certaines zones du terrain et on le voit dans la shooting chart des Nuggets. Mais celle des Bulls, elle est pas nulle. Elle est dans la moyenne de la NBA partout. Sauf qu'en fait, il y a un espèce de pâté à 2 points qui n'arrive plus quasiment plus rien à faire là aujourd'hui et qui est très dommage parce que je pense, je réfléchis à ça, je regarde un peu ce qu'ils font, je regarde un peu leur effectif et je me dis, en vrai, est-ce que c'est une affaire de matériel? On est d'accord que DeRozan, c'est ça, sauf que moi je rappelle qu'il y a eu un moment, DeRozan aux Spurs, l'équipe elle jouait pas comme ça quand même, elle était pas incroyable, mais l'équipe ne jouait pas comme ça. Donc je me dis qu'il y a aussi une affaire qui va au-delà des joueurs, il y a aussi ce que t'en fais et ce que tu leur demandes de faire, et je pense qu'on leur demande objectivement de faire ça. Et c'est ça qui me dérange un peu dans cette équipe. C'est surtout Vas-y, pardon. Vas-y, Constant. Surtout la shot chart des Spurs sous DeRozan n'était pas du tout la même que la shot chart des Bulls sous DeRozan. C'est-à-dire que à San Antonio, DeRozan prenait un peu plus de tirs à 3 points, mais autour de lui, il y avait quasiment que des catch and shooters. Il y avait Doug McDermott, il y avait plein de joueurs qui étaient capables d'artiller à 3 points. Là, ça n'est pas le cas en plus. Ouais, voilà, je pense qu'on va pouvoir creuser cette histoire d'effectifs. Derrière, c'est le moment suivant. Mais juste avant, je vais rajouter quelque chose sur le mid-range aussi. Un des désavantages, c'est qu'un mid-range raté, parce que c'est une des grosses faiblesses des Bulls, c'est le rebond offensif. Ah oui, là, ils sont au rebond offensif, on est 28e en offensive rebond percentage. Donc, on est au niveau des Mavs et des Nets en second change, en points sur seconde chance. Donc, sur rebond offensif, on est dernier ex-aequo avec Brooklyn. Pour situer, voilà, pour tout le monde en termes de statistiques, c'est très mauvais. Mais justement, le mid-range, c'est le pire pour ça. Parce que le 3 points, un 3 points raté, t'as des rebonds longs, t'as beaucoup plus de chances et beaucoup plus aléatoires. Et forcément, près du cercle aussi, t'as plus de chances soit d'avoir un putback avec ton big, soit évidemment que le panier rentre. Donc, le mid-range est aussi le pire pour ça. Donc, c'est une autre statistique que je voulais mettre en avant, justement pour parler maintenant de cet effectif des Bulls, parce qu'effectivement, l'événement, l'actualité entre guillemets, enfin la non-actualité finalement, c'est justement à la trade deadline le fait que les Chicago Bulls n'ont pas bougé. Alors on avait entendu ici et là quand même qu'ils étaient prêts pour des appels, il y avait des rumeurs autour de Zach LaVine, est-ce que finalement les Bulls allaient agiter le drapeau blanc sur ce projet? Manifestement, pour le moment, ce n'est pas la décision d'Acme, comme on les appelle, donc Karnitovas et Eversley, qui sont donc le front office des Chicago Bulls. A priori, on insiste avec cette équipe justement. Tiens, Constant, je vais te relancer dessus parce que tu en as parlé. Où on manque cruellement, à commencer par là, de shooters, quoi. Finalement, de bons shooters à 3 points. Bien sûr, tu manques de shooters à 3 points. La construction de ce roster est bizarre. Et en fait, elle est bizarre parce que ça peut mener à un point qu'on évoquera plus tard, mais il te manque un guard play, il te manque un Lonzo Ball. Donc je pense que voilà, sans trop s'avancer sur le cas Lonzo, si tu avais un Lonzo Ball, je pense que ton effectif aurait une tête bien haute. Après le roster, franchement, quand tu vois ce roster des Bulls, moi je l'aime plutôt bien. Honnêtement, il y a plein de joueurs que je trouve très intéressants. Alors au-delà du trio Vucevic, Zach LaVine et DeMar DeRozan qui sont des joueurs qui ont déjà tous été All-Star, Patrick Williams qui a été drafté lors de la draft 2020, qui était un pick 4, si je ne m'abuse, qui est titulaire la plupart du temps au poste 4, je le trouve plutôt intéressant. Ayodo Somnou, qui a été drafté l'an dernier, qui start beaucoup de matchs parce que Caruso est en sortie de banc, parce que pas de Lonzo, etc. C'est pas inintéressant. Bon, c'est pas non plus, c'est pas Lonzo Ball, mais je le trouve pas inintéressant. Il y a Derrick Jones Jr. qui peut être un ajout, notamment défensivement sur les ailes. Après, le problème, c'est que il y a le cas Goran Dragic qui a été récupéré du côté de Miami. Oui, enfin qui a été échangé à Toronto. Toronto l'a cut et les Bulls l'ont récupéré, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelque chose comme ça, ouais. Je crois que c'est ça. Là, pour le coup, je suis pas convaincu de l'apport de Goran Dragic. Alors après, il est en fin de carrière, mais c'est pas très intéressant. Mais quand tu vois même Javonte Green, qui a joué peu de matchs, mais qui est pas non plus le joueur, le 11e ou 12e homme le plus inintéressant de la Terre. En dehors de ce trio, je trouve qu'il y a des joueurs intéressants, mais ça manque de ball handler. Et ça peut aussi expliquer le fait que les trois tentent autant de tirs, c'est que tu n'as pas ce ball handler qu'aurait pu être Lonzo Ball et ce facilitateur dans le jeu pour les autres que pouvait être Lonzo à la création.
Ah, du coup, Madiane, c'est ça. Est-ce que la question, c'est celle des joueurs de l'effectif brut, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est de la cohérence des joueurs les uns avec les autres, finalement? Bah, déjà, moi, pour revenir à ce qu'a dit Constant, moi, je suis pas fan, en tout cas, de dire que, par exemple, est-ce que ailleurs qu'au Bulls, Dosunmu serait un starter? Non, Non, honnêtement, Non, c'est un non. backup on guard. mais c'est pas un joueur Au horrible. mieux. Non, il est pas horrible, mais justement, c'est ça que je dis, c'est que tu joues avec un mec qui est pas censé être starter du tout. Il a quasiment starté tous les matchs depuis le début de la saison. Moi, je trouve que c'est un problème. C'est un sophomore. Enfin, c'est pas Et c'est un possible. 38e pick aussi, hein. Tu peux Ouais. Ouais, préciser, Constant, c'est mais pas, voilà, c'est une bonne surprise pour un 38e Voilà. pick, mais c'est pas censé être un starter dès maintenant. On lui demande de rentrer dans des chaussures qui sont bien trop grandes pour lui. Et oui, ça manque de guard play. Oui, je pense qu'il pourrait trouver des meilleurs tirs avec un Lonzo pour cadrer les choses. Moi, je pense pas que un Zach LaVine soit un si mauvais shooter si on lui demandait plutôt de recevoir la balle à 3 points plutôt que d'essayer de se créer son tir soi-même. Ça manque en fait de capacité de création d'espace, d'ouverture, et quand tu fais peu de drive, forcément, t'as pas assez de libération de shooter. Donc, tu prends que des tirs compliqués, et les tirs compliqués, tu vas les prendre à 2 points parce que c'est ce que tu arrives à faire. Mais c'est pas efficace. Donc, moi, je pense que oui, avec juste un peu plus de guard play, on verrait une amélioration grande de l'effectif, parce que en soi, même de base, c'est pas des peintres en tir. C'est ça qui est horrible, ils sont pas peintres en tir, mais ils sont incapables de se les créer, les tirs. C'est là la nette différence. Ah bon, vous avez ouvert la parenthèse Lonzo, je pense qu'on peut en parler rapidement, on va pas parler que de ça, mais effectivement c'est vrai qu'il était au centre quand même de la construction de cet événement. On parle des 3 gros joueurs, mais Lonzo faisait le lien finalement entre ces 3 gars-là, et on parlait d'identité juste avant. Les Bulls de l'année dernière, pré-blessure de Lonzo Ball, l'identité c'est un peu défense transition, j'ai envie de dire, avec Lonzo, Caruso qui défendent fort, et on part très très vite, voilà, la balle dans les mains de Lonzo Ball et on court très très vite. Là c'est sans Lonzo Ball, il y a plus rien en transition, on est assez mauvais, voilà, je vois qu'on est 16e en points après turnover. Bon, c'est très la moyenne de l'NBA, sachant que tu as des joueurs en plus, voilà, des Zach LaVine, tu as cité Javonte Green, Constant, enfin tu as quand même des joueurs pour courir, tu peux le faire théoriquement. Donc effectivement, l'absence de Lonzo est une problématique, mais je parlais de la parenthèse Lonzo Ball, puisqu'il y a un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence. Du côté de Chicago, ça fait un peu plus d'1 an que Lonzo est blessé, que de temps en temps, on a des news de oui, on fera un point d'ici 2 semaines, 3 semaines. Les dernières news, c'est on fera un point après l'All-Star Break, ça devrait arriver. Bon, pour ceux qui écoutent, qui suivent un peu les insiders, le Bulls Talk de cette semaine, Casey Johnson disait qu'a priori, on serait une nouvelle fois sur bon, Lonzo, on le verrait pas cette année, et puis est-ce que ce sera au training camp de l'année prochaine? Donc on repousse une nouvelle fois. Ça commence à sentir mauvais, et pour les Bulls et aussi pour le joueur en lui-même, le joueur Lonzo Ball. Je sais pas si vous voulez ajouter un mot sur ce cas-là, messieurs. Constance, c'est ce que je vais dire, mais effectivement, voilà, le cas Lonzo va falloir faire une croix dessus et chercher le guard play ailleurs, quoi. Bah, c'est ça qui est embêtant pour ces Bulls, c'est que la paire défensivement, la paire Lonzo-Caruso, elle était très solide hein, l'an dernier, même cette année. Quand on voit le niveau défensif de Caruso, c'est un top guard défensivement, notamment on ball sur le point of attack. Et en fait, c'est d'autant plus frustrant que on parlait du manque de tir à 3 points, du manque de ball handling. Lonzo remplit toutes ces problématiques. C'est que actuellement, le meilleur playmaker pour ces Bulls, c'est DeMar DeRozan. Bon, et c'est pas le DeMar DeRozan des Spurs en plus, qui était vraiment un très gros playmaker. Donc voilà, l'ajout de Lonzo Ball aurait permis d'avoir une efficacité à 3 points, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Lonzo avec ses Bulls, c'est un haut pourcentage de réussite à 3 points, et il aurait apporté de la défense et du playmaking. Quand t'es l'équipe quand t'es la 3e équipe qui fait le plus d'ISO, bon, il y a un moment où va quand même falloir le manque de Lonzo Ball se fait ressentir. Et quand t'es la 7e équipe qui prend le plus de pull-up, le manque de Lonzo peut aussi se faire ressentir. Donc oui, c'est inquiétant déjà pour le joueur, et premièrement pour le joueur, j'ai envie de dire, parce que on connaît le passif de Lonzo, ce qui s'est passé aux Lakers. Il commençait à trouver son rôle avec ses Bulls et à trouver un vrai foyer. Et pour les Bulls, c'est encore plus frustrant parce que t'auras toujours on ne sait pas s'il va revenir, et s'il revient, dans quel état va revenir Lonzo Ball.
Et du côté des Bulls, tu peux te dire, oui, bah effectivement, t'avais ton quatrième larron entre guillemets l'an dernier et tu ne vas plus l'avoir. Et t'es dans cette situation un peu intermédiaire où t'espères son retour sans vraiment l'espérer. Madiane, tu veux ajouter quelque chose sur le cas où on referme la parenthèse Lonzo? Ce que je veux ajouter sur le cas, c'est que notamment Lonzo Ball est quand même un habitué des blessures, de ne pas être sur le terrain. Il n'a jamais fait une saison complète depuis qu'il est en NBA. Il a toujours loupé des matchs. Sa meilleure saison, elle est à peine au-delà des 60. Et c'est sa meilleure saison. C'est-à-dire que vraiment le pic, c'est il a loupé quand même 25% des matchs l'année où il a joué le plus. Donc moi, je commence à me dire que là, c'est inquiétant, que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, que même moi, je l'avais oublié parce que du coup, au moment où j'ai bossé sur l'équipe, c'est une véritable histoire. Je m'étais dit tiens, ça manque quand même un peu de playmaking, etc. Et puis je commence à regarder le roster, mais du coup, j'avais que le roster des joueurs qui avaient joué cette saison. Et du coup, je voyais pas Lonzo. Et puis d'un seul coup, je me dis, mais oui, mais c'est vrai, mais c'est bien sûr. Et le fait qu'il soit là qu'il soit plus là depuis aussi longtemps et que les nouvelles sont systématiquement repoussées, moi je pense que ça y est, c'est une parenthèse qu'il faut clore malheureusement, parce que même s'il revient, c'est pas un joueur sur lequel tu peux compter et c'est pas un joueur sur lequel tu peux construire maintenant aujourd'hui. Ça y est, s'il refait des saisons complètes après, ce serait formidable, mais là, ça y est, je n'y crois plus du tout. Et sachant qu'en dehors de l'aspect santé, c'est aussi Lonzo Ball, c'est 20 millions la saison et il a une player option donc pour aller jusqu'en 2025. Donc bon, c'est un aspect hors terrain entre guillemets, mais qui compte quand on parle de construction ou de reconstruction d'effectifs. Mais je pense qu'on va pouvoir en reparler. Pour revenir à l'ensemble de l'effectif, Constant, je vais te relancer sur ton sujet favori, puisqu'on a parlé, voilà, tu l'as dit toi-même, il y a quelques joueurs qui sont plutôt corrects. Enfin, en tout cas, tu as des joueurs non négatifs, tu en as quelques-uns. Tu as 3 joueurs, on le disait, 3 joueurs offensifs au centre de ton effectif. Tu devrais pouvoir arriver au moins à construire une attaque correcte. Est-ce qu'il y aurait pas un gars sur le banc à qui on pourrait faire quelques reproches? Non, tu crois? Non, bah peut-être. Non, moi j'ai pas envie de taper sur ce beau vieux Billy Donovan parce que bon, je l'ai eu à OKC, mais les problèmes offensifs du Thunder, ils étaient déjà présents. En fait, vous regardez, si on raisonne purement en termes de rating offensif et défensif, le Thunder et les Bulls, c'est la même équipe. Hein. C'est une très bonne défense et c'est une très mauvaise attaque avec peu de réussite à 3 points ou en tout cas peu de tentatives à 3 points. Moi, Billy Donovan, c'est un point que j'ai envie de souligner, c'est que hormis la saison où bizarrement il a Chris Paul en meneur, où il se retrouve d'un coup, c'est l'un des meilleurs coachs de la NBA, il est deuxième du Roy. Quand est-ce que Billy Donovan a été un coach qui, comment on peut le dire gentiment, quand est-ce que Billy Donovan a été un bon impactant. coach? Ouais, impactant positivement dans ce cas-là. Parce que les mauvais résultats des Bulls, on peut pas tout imputer à Billy Donovan. Bien sûr que non. Ça c'est pas vrai. Mais la façon dont il fait jouer cette équipe, tu peux lui imputer parce que et le manque de remise en question de Billy Donovan, ça aussi on peut lui imputer. C'est un grand classique de Billy Donovan. Mais moi je pense qu'avec un coach qui a une vision de jeu plus établie, plus définitive, tu pourrais faire jouer autrement cette équipe. T'auras toujours les mid-range de DeRozan parce que c'est Demar DeRozan et qu'il lui faut ses mid-range. T'auras toujours les pick and pop de Nikola Vucevic. Mais dans l'utilisation, comme on parlait Madiane, notamment de Zach LaVine, je pense que tu peux l'utiliser autrement parce qu'il a déjà été utilisé autrement dans les années précédentes. Donc oui, Billy Donovan, on peut pas tout lui imputer sur le résultat des Bulls, mais pour moi, le manque de vision de jeu et le manque de philosophie claire de Billy Donovan, ça on peut lui imputer. Ah, c'est là où je voulais un peu en venir, c'est-à-dire qu'effectivement on peut pas tout lui imputer, et loin de là l'idée de le faire là dans ce podcast, mais il a l'air d'avoir offensivement beaucoup de confiance en ses joueurs, donc il y a sa communication, je pense qu'on en reparlera de la communication à la fois de Donovan mais à la fois du front office suite à cette deadline. Il a très confiance en ses stars, mais du coup, comme on le dit depuis le début du podcast, donc beaucoup d'ISO, beaucoup de possession, beaucoup de voilà, les trois stars prennent la plupart du temps la balle en main, mais peut-être un petit manque de fond de jeu, là où une comparaison qu'on lit ici et là chez les fans des Bulls, c'est évidemment, on peut pas y échapper, notamment quand on voit le résultat d'Enix avec Thibodeau qui arrivait à chaque fois, malgré, tu vois, on parlait d'anachronisme Madiane avec les équipes d'il y a quelques années, même quand on se retrouvait avec en meneur John Lucas 3, il arrivait à faire quelques cartons ici et là, parce que tu avais un fond de jeu en fait dans l'équipe. Là, c'est quelque chose qui a l'air de manquer quand même quand on regarde ces Bulls. Je sais pas, c'est ce que tu en penses avec un œil frais peut-être après les avoir vus sur ces derniers matchs.
Bah, c'est malheureusement, moi je trouve qu'il compte énormément sur le talent individuel de ses joueurs pour lui donner une production offensive décente. Et c'est vraiment trop dérangeant parce que c'est pas du mauvais matos. Et je pense qu'il y aurait moyen de faire des choses autrement. La version Spurs de DeRozan, j'ai jamais aimé ce joueur. Il y a un moment qui a été coupé où je jouais le coach des Knicks et je jouais le rôle de Thibodeau et je disais ouais je vais faire venir DeMar DeRozan pour jouer quand dans les années 90 ça va être trop bien. J'éclate de rire parce que j'aime pas ce joueur foncièrement. Mais je suis désolé, avec un peu d'inventivité, DeRozan aux Spurs, je suis désolé, cette équipe a été marrante à voir jouer. Parce que tu as l'inventivité de dire ce joueur a des qualités suffisantes pour quand même pouvoir prendre le ballon et organiser le jeu. On a vu un DeRozan playmaker. On dit que cette équipe, elle manque de playmaker. Moi, j'ai déjà vu DeMar DeRozan prendre ce genre de rôle-là avec un fond de jeu, des systèmes, et tu adaptes ton jeu autour de ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a essayé? Je dis pas que ça marcherait forcément, mais est-ce que tu as essayé au moins? Parce que là, tu pars dans le mur. Ton train, il part dans le mur. Est-ce que tu veux pas redresser et essayer de voir si tu peux faire autre chose? Non, on revoit les mêmes Bulls à journée après journée. J'ai vraiment l'impression, enfin, tu me confirmes Adrien, parce que toi tu les vois depuis le début de la saison, c'est tout le temps les mêmes en fait. C'est à chaque fois t'as l'impression de voir la même recette, la même soupe soir après soir. C'est ça, mais ça pose la question centrale. On y revient de la direction, de l'identité et de la hiérarchie en fait. C'est un mot qu'on n'a pas encore mis en place cité aujourd'hui, mais de la hiérarchie de ces Bulls. Il y a eu des moments, notamment l'année dernière, où c'était grosso modo Zach et Vooch, puis ensuite Demar et le banc. Je schématise, mais il y avait des rotations qui ressemblaient un peu à ça. Où tu avais justement, où tu jouais sur la création, surtout pour lui-même, mais aussi un peu pour les autres de DeMar DeRozan. Et il y avait ces bruits de couloir, alors à quel point ils sont vrais ou non, mais de ces derniers mois, on a entendu Zach qui avait un peu l'impression c'était l'équipe de DeMar DeRozan, qu'il n'avait pas assez la balle, etc. Alors que c'est un gars que tu viens de signer, enfin, au Supermax, tu viens de lui offrir un très très beau contrat. Donc il y a une question de qu'est-ce qu'on veut faire de cette équipe et qui a pas l'air d'être répondu ni par le coach ni par le front office sur on veut gagner maintenant. Globalement, on veut gagner quelques matchs maintenant. Mais comment? Est-ce qu'on veut vraiment utiliser se donner le plus de chances de gagner les matchs? Donc effectivement, comme tu dis, jouer autour de Demar. Grosso modo, c'est donner les clés à Demar et puis après adapter les autres tours. Peut-être justement avoir un Zach sans la balle, beaucoup plus en mouvement, je sais pas, à la Steph Curry, même si voilà, il a pas l'air de vouloir le faire. Ou est-ce qu'on veut essayer de rééquilibrer? Est-ce que c'est Zach qui est le centre d'un projet à court moyen terme? Est-ce qu'on veut essayer de faire progresser aussi nos jeunes parce que voilà, on a des minutes en plus à donner à Ayo, à Patrick Williams, ici et là, on aimerait. Voilà, il y a ces espèces de questions récurrentes qui n'ont pas l'air d'être tranchées. Et en fait, c'est aussi la question qui arrive avec cette absence de mouvement à la deadline, c'est que on est toujours avec les mêmes questions et on revient aussi à la communication dont tu parlais Quentin juste avant. Où le coach dit oui, non, mais moi j'ai confiance, ça va s'améliorer, on va finir par regagner des matchs. Et Karnizovas fait un peu la même déclaration à sortie de deadline en disant non, l'objectif c'est toujours d'essayer d'aller au play-off. On a l'impression que l'Est s'ouvre. Grande formule, on pourra peut-être y revenir. Bref, voilà, c'est-à-dire que les questions sont tout le temps les mêmes. C'est là où je te rejoins, Madiane, t'as raison, c'est que les questions sont les mêmes. Les réponses, ce sont que des suppositions et des théories qu'on peut avoir ici et là. Je ne sais pas si vous y voyez plus clair que moi, mais pour l'instant, en termes en tout cas de communication, il n'y a pas de réponse non plus sur les questions qu'on est en train de se poser, quoi. Mais moi, ce qui m'inquiète en fait autour de l'absence de mouvement, c'est que du coup, tu ne te dis pas que tu vas essayer autre chose. Tu te dis on va continuer comme ça longtemps parce que en soi, si tu veux jouer autrement, il fallait faire des moves parce que il faut quand même légèrement adapter le roster si tu as décidé de faire autrement. Tu ne fais pas autrement. Je sais pas, ils espèrent peut-être que Lonzo Ball va jouer LC jusqu'à la fin de la saison. Non, mais au bout d'un moment. Ça, ce serait le miracle, ce serait génial. mais du coup, t'as aussi des décisions qui vont te tomber dessus parce que forcément, t'en prends pas maintenant. Mais tu fais quoi de Vucevic maintenant? Oui. T'en fais quoi? Tu veux développer les jeunes? Dosunmu, tu vas le re-signer? Tu vas faire comment? C'est un second tour? Bah oui, non, mais il y a beaucoup de questions dans simple, hein. En plus, t'as même pas les cartes sur ta carte jeune qu'on aurait pu imaginer. T'as même pas la main parfaitement pour te le sécuriser. Il y a un autre nom que t'as pas cité aussi, donc c'est vrai qu'on n'a pas cité du podcast encore, il me semble, c'est celui de Kobe White. Bah oui. Ah, non, mais White, c'est vrai que c'est aussi cette année, hein.
Et oui, c'est aussi cette année, c'est aussi une question parce qu'on parle de guard play, Kobe White, c'est un meneur de jeu parce qu'il est petit, parce qu'il est pas parce qu'il est pas très long, parce qu'il est pas très physique, donc il joue au poste de meneur de jeu, mais c'est un feu follet, c'est un sixième, enfin en termes de profil, hein, un shooter de sortie de banc qui peut, parfois prendre un peu feu. Tu peux avoir envie. Là, il a progressé défensivement sur les derniers matchs. Il a l'air plus impliqué, etc. Donc certains fans des Bulls sont en train de s'accrocher à ça en disant on vire tout, on garde Kobe et Patrick. Bon, je suis pas certain que ce soit le projet, mais en tous les cas, c'est une autre des questions du problème que tu viens de soulever, Madiane. Et allons-y, parce que parlons de cet été, des directions possibles du côté des Bulls. Là, c'est-à-dire que rien ne s'est passé. On a l'impression que du côté du front office, on a peur de l'aveu d'échec entre guillemets de ce projet. Zach, Demar, Vooch, Lonzo, qui ne fonctionnent pas. Alors oui, il y a des variables autres que juste le terrain. Il y a la grosse variable Lonzo Ball, on l'a assez évoqué. Les faits sont durs, les faits sont là. Au mieux, on va accrocher les play-in. Sur un malentendu, on se retrouve au premier tour de play-off et puis c'est terminé. C'est vraiment le meilleur des scénarios du côté des Bulls. Bon, a priori, on n'en est pas au point où il y a envie de dire « Ok, ça n'a pas marché, on passe à autre chose ». La question, c'est quelles sont tes vraies pistes? Est-ce que tu veux insister encore là cet été? Est-ce que tu veux rajouter du guard play? Est-ce que tu veux remanœuvrer au niveau de ton effectif? Parce que comme Constant, tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs intéressants, donc tu dois pouvoir monter des trades ici et là, peut-être même avec tes jeunes sur des sign and trade, peut-être. Et en même temps, tu es très limité. Tu es très limité notamment par l'absence de tes pics, etc. Et du coup, l'autre option classique de reconstruction, elle est aussi très complexe. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On balance la fin de saison et on prie pour avoir un top 4 pour pas que le pic, parce que le pic de l'année prochaine des Bulls, pour ceux qui ne le savent pas, il est protégé top 4, mais sinon, il va au Magic. Et là, va falloir prier les dés. Donc, c'est vraiment très très restreint sur la suite des options. Sachant que le premier pic des Bulls qui est parti, c'est Franz Wagner. Oui, bon. Voilà, voilà. Faut quand même le notifier pour dire que il y a un pic qui part cette année. Doucement, là. Non, mais il y a quand même il y a un pic qui est parti cette année, mais il y en avait déjà un qui était parti il y a 2 ans. Et ce pic-là, c'était Franz Wagner. Et tout ça, c'était pour Vucevic. Oui, tout ça, c'était pour Nicolas Vucevic. Justement, ce bon avec Wendell. Avec Wendell. En plus, il y avait Wendell Carter dans le paquet. Non, Vucevic, il est free agent cet été. Donc, est-ce que, franchement, quand on voit la philosophie des Bulls, ça part pour une prolongation de contrat. Hein. Oui, mais à combien mais c'est vrai que c'est un profil, pour le coup, on l'avait évoqué dans un podcast bonus, il me semble, il y a quelques semaines chez Dunk Hebdo. Bon, le profil de Vucevic, en l'état, si tu veux continuer avec ce type de jeu, t'as besoin d'un joueur tel Vucevic, et il y en a pas des millions en NBA des pivots de ce profil-là. Non. Mais vas-y, je t'en prie. Mais alors, déjà, il y a un problème, c'est que si tu prends le Supermax de Zach LaVine, qui a 40 millions, les 29 millions de DeMar DeRozan et les 20 millions de Lonzo Ball, t'as 89 millions de salary cap engagés sur 3 joueurs, dont un qui joue pas. Voilà, c'est dommage pour Lonzo, mais 20 millions de dollars pour 0 match joué sur un salary cap, ça pèse. En fait, c'est que ils ont Patrick Williams qui est dans son contrat rookie, donc qui prend ses 10 millions. Il y a le contrat de Caruso. Potentiellement, si tu veux les changer, je pense pas qu'ils iront vers cet axe-là, mais les 9 millions et demi de Caruso, ils sont intéressants. Après le reste, t'as une player option d'André Drummond à 3 millions 3. André Drummond, on parlait du manque d'efficacité de cette équipe au rebond offensif. André Drummond, quand il était à Détroit, c'est l'un des meilleurs rebondeurs offensifs, mais là, on est très loin de ces années Détroit. Derrick Jones Jr., qui a une player option à 3 millions 3, il va pas la prendre non plus. Donc en fait, ces Bulls, en projecté de salary cap, ça veut, sans même signer de gars de pick de draft et sans même prolonger Vucevic, ils ont que 11 millions de cap l'été prochain. Donc, tu n'as que très peu de marge de manœuvre, voire même pas du tout. Donc, si l'objectif du management, c'est vraiment on continue d'essayer de gagner un maximum de matchs, tu vas prolonger Vucevic à un montant qui va se situer entre 15 et 25 millions de dollars, je pense. Entre 15 et 20 peut-être. Mais 25 c'est beaucoup. Mais ça va prolonger Vucevic. Enfin, je pense que ces Bulls, il y a une possibilité qui fasse on y retourne l'an prochain avec le même effectif. Hormis 2-3 ajouts, peut-être que tu vas pas prolonger Kobe White, mais je pense que les 3, un peu comme les Wizards, ça va pas bouger. Mais tu peux pas le garder cet effectif parce que t'as déjà 120 millions d'engagés. Il faut payer Kobe White, Vucevic qui ne compte pas, Derrick Jones Jr. qui prendra pas son option, et tu perds
l'intégralité de par Kobe exemple, White, Ayo Dosunmu, Javon Pegri, grosso modo, sur les mecs qui prennent les minutes. Il est pas compté dedans. Enfin, le cap, il est à 134, hein. T'as 14 millions pour tous ces joueurs-là sous le cap. Et je après, pense pas qu'ils vont prolonger tout le monde, mais par contre, je pense que le socle des Rosanne, essayer de le garder. Oui, mais je pense que le premier point qu'ils vont faire, c'est prolonger Vucevic et qu'ils vont voir après ce qu'ils vont faire du cas de Somno. Je pense que ils vont, enfin, c'est de l'expectatif, mais ça m'étonnerait pas qu'ils prolongent de Somno, mais qu'ils prolongent pas Kobe White, par exemple. J'ai envie de t'entendre, Madiane, parce que c'est vrai que je suis un peu alors là, on parle sur de l'avis, sur voilà une impression qu'on peut avoir ici et là, mais je suis plus de l'équipe de Constant, donc Madiane, j'ai envie de voir. Est-ce que tu vois toi une autre piste raisonnable en fait, raisonnable et faisable dans l'idée? Et puis ça dépend quelle idée tu as aussi. Quel est le projet? Parce qu'encore une fois, je reviens à cette absence de communication. Et puis je vais essayer de faire court, parce que je vois bien qu'à chaque fois que je relance, je pars sur un monologue de 2 minutes. Mais sur quel est le projet à court, moyen, long terme? Parce que a priori, bon, quand ils sont arrivés du côté du front office, du nouveau front office des Bulls, c'était regagner quelques matchs, retrouver un peu de plaisir. Il faut savoir que les Bulls remplissent encore, je crois qu'on est 2e en termes de pourcentage de remplissage de salles. Donc voilà, les fans des Bulls sont toujours là et tu voulais retrouver des victoires parce que ça commençait à baisser de ce côté-là. Est-ce qu'on est sur regagner comme ça à court terme, réouvrir au plus tôt la fenêtre de titre, tanker tout de suite? Est-ce que c'est vraiment faisable? Voilà, c'est ça la vraie question. Madiane, quelle est la piste la plus que toi tu envisages? Il y a aucun potentiel de titre sur cette base-là. Oui. Il y a même pas un potentiel de demi-finale de conf sur cette base-là en fait actuellement. Donc sur un malentendu à la hausse. Non, malentendu. Sans Lonzo, non. Non, mais même avec Lonzo, demi-finale, là, il faut s'accrocher à l'Est. Hein. Bon, en tout cas, ça, c'est sûr. Maintenant, je pense que de toute façon, au vu des choix que tu as fait, tu peux pas appuyer sur le bouton reset. C'est impossible dans la configuration actuelle. Ouais. Donc, la seule façon de t'en sortir, c'est d'abandonner Lonzo en pleine mer et de trouver un pigeon qui est capable de le prendre sur de l'espoir. En fait, pour moi, faut vraiment espérer que tu réussisses à t'en débarrasser parce que il joue pas et il te plombe ton salary cap parce qu'en vrai, ok, si tu gardes pas Kobe White et que tu gardes les autres, ça peut passer et du coup t'essayes un petit ajustement ou deux pour essayer de renforcer cette équipe parce qu'on rappelle, hein, en l'état l'équipe elle gagne même pas. Mais si tu ne réussis pas à refourguer Lonzo quelque part qui te prend 20 millions. 20 millions. Ouais, 15% du cap. C'est 20 millions sur ton cap. Sans cet espace Lonzo Ball mort, c'est de la dead money à date parce qu'il joue pas. Ça part dans le mur parce qu'en fait, on n'exclut pas que ça se fasse mieux l'an prochain s'il y a Lonzo et si tout le monde joue. Mais Lonzo, jamais plus de 60 matchs par saison, retour d'un an et demi d'absence. Il faut pas écarter que ça joue pas. Donc moi, je commencerai à explorer, de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de mettre une pièce dans la machine et espérer. Mais est-ce que ça existe ça? Oui, ça existe, mais faut lâcher du pic de draft. Va falloir lâcher. Et oui, mais vu que ta temporalité, c'est ça, t'as pas le choix. Malheureusement, par exemple, une idée aurait été de pouvoir, par exemple, lâcher un Dosunmu parce que c'est pas un titulaire et ça aurait pu le faire en le vendant le potentiel du joueur. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas parce que il faut le prolonger dès maintenant. Et ça, c'est horrible de devoir le payer maintenant parce que c'est une temporalité qui t'arrange pas. Et je serais presque pas étonné que ce soit lui qui soit largué par-dessus bord parce qu'en fait, ils pourront pas en fait. Ils pourront pas mener tous ces assauts de front. Il y a trop de joueurs importants dans leur configuration actuelle de cette année qui sont en fin de contrat et sur lequel ils ont même pas la main. Le seul sur lequel ils ont la main, c'est Kobe White. Mais Kobe White, si ça se trouve, il va te revenir devant ton bureau avec une offre horrible et tu devras te dire que tu peux pas t'aligner. Bah voilà, ça va aussi beaucoup dépendre sur tous ces joueurs qu'on cite depuis tout à l'heure des autres équipes de la ligue, de quelle valeur ils ont pour les autres équipes. Il y a Caruso aussi qu'on n'a pas cité, qui était quand même parmi les noms qu'on entendait à la trade deadline potentiellement tradable parce que pour certaines équipes, peut-être des contenders ici et là, c'est quand même un bon ajout et comme disait Constant, il est pas si cher, il a un peu moins de 10 millions, il me semble. Donc peut-être que c'est lui aussi qui pourrait partir dans cette idée.
Mais pour revenir à cette question, cette question de fenêtre de titre, c'est sûr que tu vas pas gagner avec cette équipe-là. Mais la question que se posent tous les front office, grosso modo, c'est quand est-ce que prochainement, à quel horizon je vais pouvoir regagner, puisque c'est censé être en tout cas l'objectif à chaque fois. Ça l'est pas forcément, on en parle déjà à longueur de podcast chaque année bien sûr chez Dunk Hebdo. Mais là, manifestement, gagner maintenant, c'est non. Gagner un titre, hein, j'entends. Jouer la course à la reconstruction au plus tôt possible, c'est-à-dire la course à Victor ou à Scoot Henderson, ou en tout cas voilà aux jeunes joueurs là qui arrivent dans cette draft là et la draft d'après, c'est mort aussi parce qu'on l'a dit. T'as balancé tes pics et puis t'es en retard aussi là pour entre guillemets la course au first pick. C'est compliqué. Il va falloir balancer beaucoup de matchs et avec le talent quand même qu'il y a dans cet effectif, tu vas continuer de gagner des matchs ici et là. Donc, quel choix te reste-t-il si ce n'est celui dont on parle depuis tout à l'heure qui est d'insister un petit peu. Mais la question c'est jusqu'à quand et jusqu'où? Où est-ce que tu pourrais pas? Alors, je le dis, c'est pas forcément une idée que je partage, mais de dire bon allez, ça marchera pas non plus à court moyen terme, mais tant pis, on va essayer de faire ce que font certaines équipes. J'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite en tête, mais on peut pas gagner avec ces jeunes joueurs, mais on va commencer dès à présent à voir si on met toutes les balles dans les mains de Patrick Williams, j'en sais rien, Kobe White, etc. ou jusqu'où il va. Et puis tant pis pour Demar Vooch, etc. Mais là, tu pars sur quelques années de défaites et de pas très bon basket et de très peu d'espoir. Est-ce que tu peux vraiment vendre ce projet également? Je suis pas certain, quoi. C'est surtout, il y a de deux choses l'une. Déjà, la première, c'est qu'il faut toujours se demander, c'est qu'est-ce que veut ton proprio? Parce que ça influence quand même grandement sur les décisions de l'équipe. Je suis pas sûr que le proprio des Bulls, il accepte de tanker. On salue Laurie Markkanen, juste la déclaration qu'il vient de faire pendant sur sa week-end en disant c'est très cool d'être à Utah, d'avoir un proprio qui tient au basketball, enfin pour qui c'est quelque chose d'important. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que je viens de voir le contrat des Ayo Dosunmu, d'où tu donnes 2 ans à un gars du second tour. C'est un autre débat, mais normalement tu donnes des contrats de 4 ans à des gars du second tour, mais vraiment, ça c'est l'intelligence du GM. Et le deuxième point, c'est que ok, si tu dis je pense pas qu'ils le feront, mais si tu dis ça marche pas, on donne tous les ballons dans les mains de Patrick Williams et de Ayo Dosunmu. Là c'est même plus des défaites que tu vas avoir, là c'est des défaites sales, parce qu'il y a des équipes qui font ça, mais elles ont un joueur assez suffisamment intéressant pour que tu aies envie de juger son potentiel. Là, si ta première option offensive, si ton diamant à polir offensivement, c'est Patrick Williams, il y a un moment où tu vas arriver dans une configuration qui va pas être très jolie à regarder. Même les Spurs de cette année trouvent ça indécent. Ouais, mais attends, Devin Vassell et Keldon Johnson sont largement plus à polir que Patrick Williams. Et Sochan. Désolé. Et Jeremy Sohan aussi, bien sûr. Mais en fait, le problème de ces Bulls, c'est que tu n'as pas de jeu. Ils sont bloqués. Et je vais faire une analogie. Est-ce que ce sont pas le Magic déjà avec Vucevic? C'est-à-dire ils ont pas de jeunes intéressants à développer comme à la grande époque du Magic. Ils sont à un plafond de victoires qui est aux alentours des 33-35 victoires chaque saison parce que démarre des DeRozan avec la vie. Mais par contre, ils viseront pas plus haut, quoi. Sur un coup de chance, tu vas au premier tour, puis la plupart du temps, tu es dans cette 11e, 10e place de la conférence Est. Oui, c'est vrai que le parallèle, en plus, c'est ton meilleur tireur à 3 points et ton arrière qui est plus un créateur pour lui-même, qui a un vrai catch and shooter. T'as un mec sur le banc qui, un match sur 10, va s'enflammer, tel Terence Ross. Oui, le parallèle est plutôt sympa, mais effectivement. Après, c'est aussi pour ça que tu avais signé. C'est pour ça que quand on fait le bilan, alors pour ça que tu avais signé, pas tout à fait, pas d'être 11e. L'objectif, je pense que c'était plus se trouver entre 6 et 9, allez, on va dire quelque chose comme ça, que à la lutte entre 9 et 12 pour schématiser. Donc c'est un petit échec, mais est-ce que c'est pas aussi finalement ce à quoi tu pouvais t'attendre? Donc finalement, est-ce que la problématique centrale, c'est pas plutôt celle de Zach LaVine et de tes jeunes joueurs Vooch et Demar, ils font ce à quoi on pouvait s'attendre finalement. Est-ce qu'on peut vraiment être déçu de ça, Manian? Non, mais en fait, les Bulls sont allés chercher des joueurs de plancher. Le but, c'était d'aller en play-off. On savait que cette équipe, elle irait jamais être un contender
au moment de sa construction. On aurait pu peut-être le penser en s'enflammant beaucoup. J'avais vu des mèmes dans la sphère des fans des Bulls où je leur ai dit les gars, vous respectez pas. Avant la blessure de Lonzo, voilà, les Bulls étaient en haut du classement. Voilà, j'ai vu des choses passer où je me suis dit les gars, vous enflammez quand même un peu. Mais voilà, tu savais que tu voulais jouer les playoffs. Là, t'y arrives même pas. Et désolé, mais c'est DeRozan et Vucevic, c'est des joueurs sur lesquels la cloche est en train de tourner et ça va pas aller en s'améliorant. Et il y a quelque chose qui est horrible en NBA, c'est d'être moyen. Être moyen en NBA, c'est pas le bon plan. Et moi, je commence à avoir peur de me dire, ben oui, si tu les gardes, si tu fais ça, tu vas rester moyen. Mais d'un autre côté, t'as tellement investi pour être dans cette position-là que tu t'es acheté et là ça se passe pas comme prévu, qu'en soi revenir en arrière et dire non mais du coup on lâche tout et on part en mode tant qu'à tout, en fait c'est pas possible, ce n'est pas entendable. Ça c'est quelque chose, il faut bien s'en rendre compte. Dans un jeu vidéo, si tu veux faire de l'analytique de comment tu gères une franchise, évidemment que soit tu tankes, soit tu joues le titre, mais il y a des moments où ce n'est pas entendable de tanker. Et je pense que là, les Bulls sont dans un moment où ce n'est pas entendable. Donc là, tu dois fixer ton roster. Je pense qu'il n'y a pas d'autre issue à votre problème actuel. C'est de fixer ça. Et comment est-ce qu'on fixe ça? Ben, tu peux pas sacrifier Zach LaVine et qui en voudrait? Honnêtement, hein, le contrat qu'ils ont filé à Zach LaVine, c'est... Ah, il s'est mis tu bien. demandes à des fanbases, il y a beaucoup de monde qui veut Zach LaVine. Du côté des front office et des équipes à travers la ligue, c'est peut-être un peu plus compliqué, comme tu dis, avec 215 millions. Oui, c'est franchement après, il n'y a pas de contrat intradable. Hein. On l'a vu dans l'histoire récente de la NBA. Non, mais pas Zach de LaVine... contrat intradable sans que tu envoies des pics dans la balance. Bien sûr. L'idée, c'est que si tu te sépares de Zach LaVine, tu récupères des choses. Et là, le contrat est fait de telle sorte que tu trouveras peut-être une équipe qui te le récupérera, mais elle te donnera pas énormément pour le récupérer. C'est ça qui est dommage. DeRozan, faut quand même réfléchir. Le contrat est pas mauvais, mais un an de DeRozan, ça va valoir pas non plus grand chose. En fait, t'es vraiment dans une très mauvaise position. Et quand bien même tu prolonges Vucevic, mettons que tu réussisses à lui caler un 1+1, t'as le même problème avec DeRozan l'année d'après. Et pas un DeRozan, et DeRozan, il aura 34 ans. C'est difficile, hein. Franchement, après, plus t'avances dans le temps, plus tu te rapproches du moment où tu récupères tes pics de draft et quel cas ça pourrait aller un peu mieux. Enfin, oui, tu peux rechanger de direction à ce moment-là. Oui, mais au niveau du public de ce qui est attendu, les Bulls, depuis le départ de Jimmy Butler, on revient au traumatisme original. Non, mais voilà, c'est là où je voulais, je pense, amener la fin de ce podcast, parce qu'on va pas tourner en rond pendant 1000 ans, mais effectivement, il y a cette espèce de schizophrénie entre, alors voilà, ça commence avec le traumatisme. Bon, je vais peut-être un peu fort sur le mot, mais le traumatisme de Jimmy Butler. Du moment où il y a eu du côté des Bulls, bon, c'est l'ancien front office, mais cette décision de se dire Jimmy Butler n'est pas assez fort pour être la pièce centrale de notre prochain effectif qui nous emmènera vers le titre. Bon. Il se trouve que Jimmy Butler est pas loin d'être ça, en tout cas du côté du 8, si tu bosses correctement. Mais du coup, tu t'es retrouvé pendant quelques années là à chercher les nouvelles pièces, à ne pas y arriver, à avoir des 7e pics et des 7e pics et des 7e pics. Ça a commencé à frustrer la fanbase des Bulls. Tu l'évoquais, Madiane. Il y avait moins de taux de remplissage de la salle. Et c'est ce qui a amené justement à l'éviction de Gar Forman et John Paxson au remplacement et donc à ce choix également d'Acme là d'essayer de gagner maintenant pour retrouver en gros l'amour des supporters des Bulls qui veulent gagner des matchs tout simplement. Et on se retrouve du coup dans cette impasse maintenant. Au bout d'un moment, est-ce qu'il va pas falloir admettre que ce soit à la fois du côté du front office et du côté fan que bon, il faut faire table rase de tout ce qu'on a et on n'a pas de fondation assez solide et il va falloir, comme beaucoup d'équipes au NBA, au bout d'un moment, être parmi les pires équipes pendant quelques années pour avoir un process comme le veut l'expression consacrée depuis quelques temps maintenant. De toute façon, tu vas être obligé. À un moment ou à un autre, tu ne peux pas rester dans cette configuration-là. Même le Magic a été obligé de passer en mode process. Mais il y a un point sur lequel qui est frustrant entre guillemets, c'est que les Bulls, ils ont essayé de développer des jeunes, mais il fallait voir les jeunes qu'ils ont essayé de développer. Ils ont quand même donné plus de 140 matchs titulaires à Chris Dunn.
On salue Tom qui aimait C'est beaucoup cinquième Chris Dunn. pick. Il était cinquième, Chris Dunn. Chris Dunn, on l'a trade. Ouais, Chris Chris Dunn, Dunn, il est était, cinquième pick. Minnesota. Il est dans le trade de Minnesota, Jimmy exactement. Butler. Ouais. Voilà. Tout à fait. Bon. Parce qu'on peut parler des Bulls du fait que ça fonctionne pas actuellement, mais s'ils passent dans un mode reconstruction pour continuer d'essayer de développer Chris Dunn ou Kobe White, ça va pas beaucoup mieux fonctionner qu'actuellement. Et le problème, c'est que ils avaient peut-être raison 3 ans avant sur Lauri Markkanen, mais ils l'ont balancé bien avant que Lauri Markkanen devienne un joueur All-Star. Donc c'est Il y a le la problème. temporalité, le contexte aussi. C'est-à-dire Bien sûr. le contexte qui C'était- permet aux joueurs d'exploser. Et non, mais par exemple, Markkanen, tu vois, c'est typiquement un moment où moi, je peux pas leur en vouloir aux Bulls. Ça, je veux leur rendre justice là-dessus. Markkanen, c'est facile maintenant de se le dire. Il y a personne, il y a un an, qui aurait pu imaginer la trajectoire. Hein. Désolé, hein, là-dessus, les Bulls, ils ont essayé, ça n'a pas marché, pour peut-être d'autres raisons, mais au moment où ils le balancent, ils avaient quand même essayé. Je peux pas Ouais, leur mais en il y a une vouloir question là-dessus. de contexte, mais il y a eu des stretches, tu vois, par exemple, pour ceux qui sont dans le train, et j'en fais partie encore un peu de Patrick Williams, on n'a pas vu de séquence de un mois et demi de match comme a pu nous offrir Markkanen, il me semble. Je saurais plus retrouver quand, mais c'était un début d'année, une saison il y a quelques temps où pendant un mois et demi, il est très bon, il est très efficace, il shoot et tu te dis potentiellement ça peut le faire. Comme tu dis Madiane, je suis d'accord avec toi au moment où bon le projet Markkanen entre guillemets est abandonné, c'est que Markkanen ne pouvait pas marcher aux Bulls. Mais il y aura peut-être la même chose là avec certains autres joueurs hein, que tu peux avoir. Non, mais il faut Mais est-ce que- prospect au-dessus de ça. Si ça a pas marché, ok. Mais quand t'as quand même enchaîné Fred Hoiberg et Jim Boylan, il y a un moment, enfin que ça marche pas, que le joueur se développe pas et qu'il se développe dans un contexte autre, ok. Mais est-ce que les Bulls lui ont donné toutes les clés en main pour se développer? Est-ce qu'ils ont donné toutes les clés en main pour que Kobe White, Chris Dunn et Patrick Williams puissent se développer? Ça, j'en suis pas convaincu. Effectivement, fallait au moment où t'échanges Lauri Markkanen du côté de Cleveland, tu ne te doutais pas un seul instant que le gars allait devenir un All-Star. Mais il y a aussi une question de comment t'essayes de mettre tes jeunes en confiance et comment t'essayes de mettre tes jeunes dans un contexte pour qu'ils performent. Et il y a un moment quand ton trio de coachs, quand tes 3 derniers coachs chez Fred Hoiberg, Jim Boylan et Billy Donovan, ça me laisse perplexe sur les conditions dans lesquelles tu peux développer des jeunes. Parce que des gars comme Zach LaVine et comme DeMar DeRozan, ils en ont vu d'autres, des coachs NBA. Et c'est des joueurs accomplis. Ils vont pouvoir exister dans ce système-là. Mais des joueurs jeunes qui ont besoin d'un coaching staff qui est en contact avec eux et qui les aide à se développer, ils vont pas pouvoir avec un coaching staff pareil et avec un proprio plus un duo de GM qui dit non, on va essayer de gagner le plus de matchs possible. Après l'arrivée de Donovan, je pense s'inscrivait dans l'idée. Alors comme tu l'as dit, Donovan qui n'a pas forcément beaucoup d'influence positive sur ses équipes précédentes, mais quand même un coach référencé qui est là depuis un moment, rapporter une espèce de stabilité parce que donc c'était le front office précédent hein, qui avait fait venir Hoiberg et Boylan. Alors Hoiberg, j'ai du mal à lui en vouloir parce que il arrive avec un projet de flow offense qui court beaucoup et on lui file, c'est un des sujets préférés de Madiane. Butler. Voilà. Rajon Rondo, Dwayne Wade, Jimmy Butler reste pour moi l'un des moves de front office les plus scandaleux au regard de... T'as le coach qui dit, il me faut du shoot et on veut aller vite. Tiens, prends Rajon Rondo et Dwayne Wade. En 2017 en plus, hein. C'est pas Rondo et Dwayne Wade 2010. Hein. Non, mais ça c'est. Voilà. Mais, Donc voilà, je ça sais que montre fait aussi. beaucoup, Tu payes les pots cassés pour moi de plusieurs années en fait. Et le fait que tu n'aies pas de jeunes à potentiel, tu payes les pots cassés de tes mauvaises décisions à la draft. Voilà. Moi, je veux Vas-y. juste vous poser une question. On vire notre duo très regretté de GM. Moi, je les ai adorés. Oui, d'un point de vue extérieur, je Jetpack, comprends, Madiane, mais c'était divertissant en tout cas en tant qu'observateur caustique de la NBA. Donc, on les a virés. T'as changé le coach. J'ai une question. Faut virer qui maintenant? Parce que en soi, ça ne va toujours pas. oui, non, mais Regardez justement, c'est ce au-dessus. qui était en train. Ouais, déjà, bon, il y a un problème de propriétaire, ça c'est sûr. Et après, voilà, c'est ce que disait Constant. Moi, je pense que là, alors, je parlais tout à l'heure d'aveu d'échec finalement de ce projet. Je pense que c'est un peu dur et qu'ils peuvent pas. On n'en est pas là en fait. C'est-à-dire que on paye comme voilà. Je reprends la formule que tu viens d'utiliser, Constant. On paye les pots cassés de ce qui se passait les années précédentes. Pour l'instant, il y avait le gros souci, voilà, de ces mauvais choix. On va pas y revenir. Sugar Foreman et John Paxson, ça s'est mal passé. Ta première décision, ça a été tout d'abord, et je pense que ça vient du dessus, de retrouver l'amour des fans et de les faire revenir en gagnant quelques matchs. Bon, tu l'as tenté.
Là, le fait est que il y a des soucis, il y a des cailloux dans l'engrenage, ça ne fonctionne pas, mais t'étais obligé entre guillemets de passer par là, de par le fait que ton propriétaire est ce qu'il est. Donc maintenant, ça c'est fait. Passons à l'étape suivante. Et je pense pas qu'il y ait des plombs à faire sauter. La question c'est de trouver la meilleure stratégie pour à la fois limiter la casse entre guillemets en l'état et réussir à d'ici à moyen terme, je pense, parce que court terme on l'a dit. Tu vas pas te retrouver dans la course au tanking là d'ici 1 ou 2 ans, c'est trop tôt. Donc arriver à le refaire de la manière la plus fluide possible et sans passer par un vrai moment de rupture où les Bulls deviennent l'exemple d'une franchise d'un mauvais environnement en fait. C'est ça qui fait un peu peur finalement dans tout ça. En tout cas, c'est moi ma vision en l'état, mais je pense pas qu'il y ait un responsable à pointer du doigt. Il y a plusieurs choses, il y a un contexte passé et des choix qui n'ont pas été forcément les bons, mais à tous les échelons. C'est ça, c'est une accumulation de pas de catastrophe, c'est une accumulation d'erreurs et qui sont imputables à l'ancien management, au proprio, au nouveau management. Parce que quand Billy Donovan est engagé du côté de Chicago, je le sais parce qu'il part de KC, il voulait pas d'une reconstruction. Donc s'il signe à Chicago, c'est parce qu'il a eu la garantie que on allait lui mettre une équipe compétitive dans les pattes. Donc à partir du moment où tu es parti dans cette optique-là, tu peux difficilement reculer puisque tu n'as plus de jeunes à potentiel. Donc la situation des Bulls, ils sont obligés pour l'instant de s'entêter dans cette situation-là. Alors peut-être en essayant de remodeler l'effectif et encore, vu qu'on a parlé de leur situation contractuelle, ça va être difficile de remodeler complètement l'équipe. Mais en l'état, tu peux pas tanker, tu peux pas faire les ajouts qui peuvent te permettre de monter au-dessus. Pour moi, t'es dans un entre-deux où t'es pas prêt d'en sortir. Mania, est-ce que tu as une réponse à ta propre question du coup? Oui, mais ça m'embête en fait. C'est ça qui est embêtant, c'est que je trouve que la situation est assez inextricable entre l'effectif, le développement récent depuis le départ de Jimmy Butler, et effectivement il y a l'absence d'identité qui en plus vous coûte tellement cher. C'est très dommage en fait ce qui se passe au sein de cette franchise. Parce que je ne vois rien à court terme, malheureusement, sans changement profond, qui me donnera une lueur d'espoir. Je vois pas remporter. Par exemple, si je dois faire un pari, je dois foutre une baraque en disant cette franchise ne remportera pas le titre NBA dans les 5 prochaines années. Vous êtes un pari assez sûr. Il y a 2-3 équipes aussi. Mais... Oui, non, mais il y en a certaines. Mais tu vois, si je dois parier entre OKC et les Bulls, oui. je mets ma maison sur les Bulls. Je la mets pas sur OKC. En relativisant en termes de marché, d'image des équipes, etc. C'est vrai que ça paraît un peu plus étonnant entre guillemets d'avoir les Bulls dans cette catégorie-là, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça semble à peu près compliqué. Je mettrai pas d'argent non plus malgré tout l'optimisme que j'ai envie d'avoir et qu'on a toujours en étant biaisé en tant que supporter. Je pense que c'est pas mal de s'arrêter là-dessus. Enfin, je sais pas si vous voulez rajouter un mot, s'il y a un truc que vous voulez ajouter sur la vision, quelque chose à faire, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, peut-être un nom, je sais pas, mais a priori, voilà. Russell Westbrook va tout changer. Mais voilà. Ce serait pas si stupide que ça. Si t'es toujours dans cette optique de prendre des joueurs élévateurs de plancher, je suis désolé, Russell Westbrook, il fait sens. Hein. Il y a besoin, donc ça ne me dérange pas. Non, moi non plus. Mais je suis pas sûr qu'il signe du côté de Chicago. Déjà, bon, je mets mon avis de côté et on salue effectivement Pierre, à qui ça doit faire sourire cette histoire de Russell Westbrook probablement à Chicago, parce qu'il sait que je suis pas le plus grand fan du joueur, mais j'entends ce que vous dites. C'est fait qu'on a parlé de guard play, on a parlé d'aller attaquer le cercle. Playmaking, voilà, playmaking, élévation de plancher. C'est vrai qu'il y a quelques cases qui sont cochées par Russell Westbrook, mais qui a priori a l'air de se diriger plutôt vers des équipes qui feraient les playoffs avec un peu plus de certitude que les Chicago Bulls. Billy Donovan, il veut pas l'appeler pour le convaincre. Ah bah c'était les grandes rumeurs. Il y a certains, une partie de la fanbase des Bulls qui était plutôt optimiste dans cette idée et plutôt content, puisque justement avec le constat qu'on vient de faire là, et qui est donc un peu la conclusion d'une situation un peu enlisée, un peu compliquée, un peu embourbée du côté des Bulls, finalement dans cette idée de gagner quelques matchs supplémentaires pour faire le jump aux alentours de 8-10, Russell Westbrook fait totalement sens dans cette idée-là. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est, en tant que, je reprends une casquette de supporter, en tant que fan des Bulls en plus, qui a commencé en tant que grand suiveur quand ça gagnait,
Puis cette période dorée d'Eric Rose très très courte, mais qui a fait plaisir. Bon, c'est une situation assez compliquée en ce moment, donc écoutez, on va voir ce qui se passe sur cette seconde partie de saison, même si voilà, il y a eu peu de changements. A priori, on part sur la même chose. J'ai pas regardé la difficulté du calendrier encore. J'avoue m'éloigner un petit peu pour mon petit cœur, pour mon moral. Donc, est-ce que c'est possible qu'on accroche les play-in? Pourquoi pas? On va l'espérer en tout cas. Et puis, écoutez, on fera un nouveau bilan. Je pense cet été, on risque d'en reparler en tout cas. D'ici là, messieurs, déjà, je vous remercie d'avoir été avec moi, de pas avoir été trop dur. Finalement, ça va. De toute façon, non. Les faits sont ce qu'ils sont à un moment donné. On peut pas se voiler la face. Donc, merci d'être avec nous. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés jusque-là pour cette heure de podcast. Comme d'habitude, les plateformes de podcast, YouTube, Twitter, vous êtes les bienvenus. On est ravis de vous accueillir. Et puis, on se retrouve très vite, évidemment, pour un nouvel épisode. Et je crois que la semaine prochaine, on continue notre série des 4 quarts. On va arriver aux 3 quarts de la saison. Donc, il va encore y avoir quelques conclusions à tirer. Donc, soyez au rendez-vous. Merci, les gars. Merci, tchuss. Salut.